d'Orquelande de Denis Bretin. 3e épisode. Alors qu'il rase la barbe de feu Lord Farnwood, le jeune Harvey Squire découvre sur la joue du mort un tatouage écrit dans un alphabet étrange. Seul détenteur de ce secret, il surprend une conversation entre Macpherson, le majordome du manoir, et Philip Farnwood, frère du défunt. Tous deux recherchent en vain un trésor légendaire que Lord Farnwood aurait trouvé, puis caché, avant d'être empoisonné par Macpherson. Par hasard, Harvey rencontre Boniface Swift, étrange libraire venu d'Édimbourg. Celui-ci recherche un guide qui voudrait bien l'accompagner jusqu'au manoir des Farnwood. Bien qu'effrayé à l'idée de retourner dans ce lieu sinistre, Harvey accepte, séduit par l'idée de peut-être revoir la jolie Amelia Farnwood et de faire avancer les affaires de Julius en quête d'un éditeur qui publierait le manuscrit qu'il vient de terminer. La nuit tombée, je rentrais harassé à la maison, mais heureux de savoir que j'allais accompagner Swift au manoir et peut-être y apercevoir Amelia. Dans la cuisine, mon père m'attendait. Les clients ne se bousculaient pas pour confier leur cou à la lame d'un barbier dont la main tremblait. À voir les cadavres de bouteilles, je compris qu'il avait dû rentrer tôt. C'est toi, Harvey? Va chercher de la tourbe pour le feu et prépare le porridge. J'ai faim. Hop, mais approche. Faut-il que je te fasse les poches? Mon père avala sa bouillie, puis s'effondra, berçant entre ses bras un carafon de gin. Je débarrassai, puis gagnai ma chambre. Je glissai entre mes couvertures la brique brûlante que j'avais tirée du poêle, puis me couchai tout habillé. À la lumière tremblante d'un trognon de cierge chapardé au presbytère, j'ouvris enfin le manuscrit de Julius. Histoire romaine du mur d'Adrien, de ses augustes ruines et de ses supposés trésors convoités et enfouis, par Julius William Hornby. L'étranger qui s'aventure en terre d'Écosse ne devra pas s'étonner si, par un soir d'automne, pénétrant dans une taverne pour échapper à la pluie et aux morsures du vent, les conversations cessent dès qu'il aura poussé la porte. Avant même qu'il n'entre, elle n'était déjà que murmure, car on ne parle qu'à mots couverts de la lande et de ses brumes. Pour être né ici, je sais leur histoire de la vendière qui hante les marais et les mauvais tours que jouent les Corrigans, cachés dans les bois d'Innsdale. Mais il est une histoire plus étrange encore. Mais il est une histoire plus étrange encore, dont personne ne parle volontiers. Une histoire très ancienne, née quand les vents d'Écosse soufflaient librement jusqu'aux vallées de l'Irfing et échevelaient les arbres du Teppermoor. L'homme qui me la raconta ce soir-là devait être déjà bien ivre ou bien revenu des richesses de ce monde pour livrer un tel récit contre un pot de bière. Il y avait foule ce soir-là au Chapeau Rouge, et la seule chaise que l'hôtelier put m'offrir m'amena à partager la table de cet homme. Nous devisâmes un temps sur le mauvais état des chemins et l'amertume de la bière, mais lorsque je lui appris que j'envisageais d'écrire un ouvrage consacré aux légendes de la terre d'Écosse, son regard devint soudain plus intense. Les légendes, dites-vous? J'en connais une qui mériterait à elle seule tout un ouvrage. Mais sans doute savez-vous déjà tout de ce mur, long comme un serpent, que l'empereur Adrien fit jadis construire en terre d'Écosse. C'est de faits historiques, et des plus grands, que vous me parlez là, et non de légendes et de contes. Voyez-vous, jeune homme, j'ai vécu trop longtemps pour ne pas savoir que réalité et légende ne sont que les deux faces d'une même pièce. Regardez plutôt. D'une bourse de cuir, l'étranger avait tiré une pièce d'or qui semblait avoir été frappée la veille même, tant le dessin en était précis. Entre ses doigts osseux, la lourde pièce révélait tour à tour le profil grave d'un empereur et la spirale monstrueuse d'un serpent aux larges écailles. Adrianus restitutor orbis terrarum. Adrien, rénovateur du monde connu. Cette pièce est l'une des 10 000 confiées par l'empereur il y a près de 20 siècles à Paulus Sextus pour payer ses légions et les bâtisseurs du mur. Paulus Sextus? Paulus Sextus, questeur de l'empereur, qui foula la terre d'Écosse en l'an 123 sous le règne d'Adrien. Le mur était presque achevé lorsque Paulus débarqua en rade de Walness
ses cales chargées de coffres. Paulus vit que le mur avait été construit tel que l'empereur l'avait souhaité, haut de 6 mètres et large de 3, précédé d'un fossé et longé par une route, avec des tours tous les 50 pieds, haute de 8 mètres et bien crénelée, long de 100 kilomètres, d'une rive à l'autre de l'Écosse, pour tenir en respect les tribus pictes et les sauvages guerriers scots. Ce mur portait le nom de l'empereur, et c'était l'une des plus belles choses que l'on put voir sous le ciel. Mais la terre d'Écosse ne voulait pas de ce mur. La terre d'Écosse? La tourbe et le vent, la pierre du Teppermoor et les rivages ravinés de tempêtes, les arbres que les haches ont fait tomber. Excusez-moi l'homme, mais je ne vous comprends pas très bien. Lorsque Paulus arriva, le mur n'était pas encore achevé. Le rempart s'arrêtait à l'orée d'une forêt située là où se trouvent aujourd'hui les bois d'Innsdale. Une forêt pouvait-elle s'élever contre la puissance de Rome et la morsure des haches? Cette forêt abritait un druide puissant que tous redoutaient, et les gens d'ici refusaient d'y entrer de peur d'être changés en salamandre ou en corbeau. Paulus se fâcha, menaça, punit, mais rien n'y fit. Alors, il alla trouver le druide, et le druide lui dit: Croyez-vous que votre mur sera capable d'arrêter les vents qui descendent des hauteurs des montagnes, Romains? Croyez-vous qu'il sera capable d'empêcher les oiseaux de le survoler? Vous vous trompez, Romains. Un mur ne sera jamais capable de cela. Quitte ce bois ce soir, druide, car dès demain j'y ferai mettre le feu. Alors je prendrai ton or, et je le donnerai au mur, qui est fait de notre pierre et de notre bois, et non de la pierre et du bois de Rome. Une fois la forêt brûlée, le travail reprit, et sous les premières neiges, Paulus vit enfin le mur terminé. Du druide, personne ne sut ce qu'il était advenu. L'or était sous bonne garde, abrité dans une cave taillée à même le roc. Mais la nuit précédant la distribution de la solde, Paulus Sextus était inquiet et ne dormait pas. C'est alors qu'il entendit une voix. « Ton or et ton mur, Romain. » Paulus se leva, le corps trempé de sueur. D'un regard inquiet, il parcourut l'espace de la tente. Vide. « Je prendrai ton or et je le donnerai au mur. » La voix tournait dans sa tête. Alors, Paulus revêtit son manteau et sortit dans l'air glacé. Il arriva là où le mur avait été achevé. L'odeur du bois qu'on avait brûlé ici était écœurante. Soudain, les tours de guet disparurent dans la brume. Son cheval tremblait. Le mur jetait sur le chemin une ombre mouvante, et lorsqu'il y posa la main, il trouva le mur froid et luisant comme une peau couverte d'écailles, larges et puissantes comme l'étaient les pierres. Le mur n'était plus qu'une échine puissante et hérissée de dents qui déroulait un corps de serpent monstrueux. Haut de 6 mètres et large de 3. N'est-ce pas ainsi que ton empereur l'avait souhaité? Paulus fit volte-face. Ne me reconnais-tu pas, Romain? Ne t'avais-je pas mis en garde? Écoute donc cette nuit ce que tu n'as pas su écouter ce jour-là. Chaque année, le serpent ira boire aux rivages qui l'ont vu naître. Chaque année, pour rappeler à ceux qui sont trop sûrs de leur puissance que jamais les murs ne retiendront le souffle du vent d'Écosse. Toutes les 7 années, quand les marées seront à leur plus haut, lorsque la sève se sera retirée des arbres et que les pierres seront lourdes de gel, il soulèvera son corps pour aller boire au rivage de la mer. Et lorsque de Rome ne resteront plus que ruines et que cendres, ce mur fait de notre pierre et de notre bois sera toujours vivant. Cela ne se peut pas. Faudra-t-il que le serpent souffle le feu et te serre dans ses anneaux pour que tu comprennes, Paulus? Tes coffres sont déjà vides. La cave que tu as creusée est le ventre du serpent. Tes pierres, ses écailles. Tes créneaux, les dents qui défendent son échine. Tes feux, le reflet que jettent ses yeux lorsqu'il garde jalousement ton or. Montre-toi, vieillard menteur! Je suis Paulus Sextus,
questeur de l'empereur Adrien. Tu n'es qu'orgueil, Romain, et jamais tu ne reverras ton or. D'autres le trouveront peut-être, une fois tous les 7 ans, lorsque le serpent ira boire au rivage de la mer. Mais qu'ils prennent garde, car qui pourrait savoir combien de temps il lui faudra pour étancher sa soif? Malheur à celui qui s'attarderait à contempler son trésor, car le serpent le garde jalousement. Mais déjà Sextus avait lancé son cheval au galop, et à ses côtés ondulait le corps monstrueux du serpent, parcouru du feu brûlant de ses yeux par milliers, crachant la brume et le brouillard par les tours de ses naseaux. Enfin, il disparut dans la brume, et le campement fut devant lui. Les prétoriens veillaient sur l'or, et Paulus fit ôter les chaînes et ouvrir la porte. Mais derrière cette porte se trouvait la paroi de la montagne, et nulle entrée ne s'y laissait plus voir. Les terrassiers creusèrent tout ce que la nuit dura encore, mais la cave n'existait plus, et l'or avait disparu. Et qu'advint-il ensuite? La légende dit que Paulus Sextus parcourt encore la lande à la recherche de son or et qu'il conte son histoire à qui veut bien l'entendre. Ma bougie ne souhaitait sans doute pas que j'en apprenne plus long ce soir-là. La mèche charbonna, rendant la mansarde au froid et à l'obscurité que le récit de Julius m'avait fait oublier. Mes yeux se fermèrent aussitôt. La promesse que j'avais faite au libraire Swift de l'accompagner jusqu'au manoir me réveilla avant l'aube. Je me jetai dans mes pantalons et gagnai aussitôt l'auberge du Chapeau Rouge. C'était un matin de grande lumière qui blanchissait la neige et faisait déjà fondre aux gouttières des toits les doigts de glace qui s'y étaient accrochés durant la nuit. Swift m'attendait sur le perron. Je hâtai le pas pour le saluer. Derrière ses besicles, il était souriant et reposé. Un ray de lumière faisait briller le pommeau de sa canne et les boutons dorés de son manteau. Voilà qui change des ruelles d'Édimbourg. À passer mes journées entre deux reliures de vieux cuir, je me sens aussi sec et racorni qu'un précis de composition latine. Est-ce bien le chemin, Harvey? Le plus court, monsieur Swift. Il faut d'abord longer le mur, puis prendre le chemin des marais. Un bel ouvrage que ce mur d'Adrien. En connaissez-vous l'histoire? Mon ami Julius en sait sur ce mur plus que quiconque. Ah, je me pique moi-même d'en savoir assez long sur ce sujet. Rencontrer un maître serait pour moi un enrichissement inestimable. Et quel âge a donc ce grand professeur? Eh bien, il étudie à l'université depuis de longues années, et son ouvrage sur le mur d'Adrien sera peut-être bientôt publié chez John Murray Publisher. Ah, voilà qui est dommage. Avec quel plaisir j'aurais publié l'ouvrage d'un confrère que vos recommandations auraient mis sur mon chemin. Bah, n'en parlons plus. Je déteste encore plus les regrets que les remords. Faisons donc une petite pause, si vous voulez bien, Harvey. Je n'ai pas les jambes de votre âge. Swift s'assit sur le muret de pierre que les lichens argentaient, lorsqu'un nuage gris s'interposa entre nous et la douce chaleur du soleil. Je frissonnais dans cette ombre soudaine qui nous enveloppait. Comme je me retournai, je vis Swift qui tenait dans sa main son couteau à large lame. Je sentis mon cœur battre soudainement. Pour toute réponse à mon effroi, et tout en me regardant fixement, Swift sortit une pomme rouge et brillante de son autre poche. Je ne suis pas du genre à partir dans l'hiver sans prévoir une petite douceur sucrée pour retrouver courage. Tenez, Harvey. Mais, tiens. Ah bah si je m'attendais à ça. Regardez ce que je viens de trouver. Il suffit de gratter un peu cette mousse. Ah bah voilà qui intéresserait votre ami Julius. On ne voit pas très bien parce que la pierre est usée, mais ce curieux dessin, Harvey, est en fait une écriture, de logamique pour être précis, celle des anciens Celtes et des druides pictes. Un alphabet que certains pensent magique, et nous qui mangions notre pomme sur ce coin de mur. Quant à savoir comment cette pierre gravée a fini par entrer dans la construction du mur d'Adrien... Je m'approchai pour mieux voir, étonné de ce hasard qui me faisait croiser la légende racontée par Julius dans son livre. On aurait pu croire qu'il s'agissait de traces laissées dans la neige fraîche par de petites pattes d'oiseaux.
mais ces signes ressemblaient de beaucoup trop près aux tatouages que j'avais trouvés sous la barbe du mort pour que je ne me sente aussitôt extrêmement troublé. Des druides, monsieur Swift? Les druides seuls maîtrisaient cette écriture sacrée, et il n'en reste que de très rares traces. La bibliothèque de Trinity College possède le livre de Ballymote, où figure cet énigmatique alphabet d'Ogham, dont chaque lettre porte le nom d'un arbre, un manuscrit que tous les collectionneurs aimeraient posséder. Et vous savez lire cette langue, monsieur Swift? Eh bien, disons que j'ai étudié Buchanan et que j'ai quelques rudiments. Tenez, par exemple, approchez-vous plus près, Harvey. Et qu'est-ce qui vous arrive, jeune homme? Vous êtes tout pâle. Croyez-vous que je vais lire là un sort qui va vous transformer en corbeau? Ce n'est rien, monsieur Swift. J'ai un peu froid d'avoir marché ainsi et de m'arrêter maintenant, alors que le soleil se cache derrière les nuages. Et moi qui fais le savant de salon. En route, j'ai hâte d'arriver au manoir. Nous y sommes, monsieur Swift. Monsieur? Allons, ouvrez! Et faites dire au maître des lieux que Boniface Swift, libraire et éditeur spécialement venu d'Édimbourg, et son secrétaire particulier demandent à être reçus. Mais je ne sais pas si mon maître est disposé... Mais oui, vous savez. Et tenez, prenez aussi ce manteau et cette canne. S'il hésite, dites que je viens recouvrer des créances à moi dues par feu Lord Farnwood, et que je ne m'en irai pas avant d'avoir été payé. Je vais prévenir monsieur. Venez, Harvey. Et ouvrez l'œil. Dans la vie, il faut savoir prendre les choses sans les demander. Profitez de la leçon offerte par Boniface Swift. Ce fut Macpherson, le sinistre majordome, qui revint. Il sembla s'étonner de ma présence, mais nous invita à le suivre. J'avais beau prêter l'oreille, nulle note de piano ne se faisait entendre. Comme nous arrivions devant la porte du salon où l'on nous attendait, Swift s'arrêta soudain. Dites-moi, mon brave, menez mon secrétaire aux cuisines et qu'on lui donne un lait chaud. Je crains sinon que l'air glacé de vos couloirs ne réveille une mauvaise toux qui nous empêcherait de discuter à notre aise. Mais, monsieur Swift... Rien ne sert de protester. Le clin d'œil de Swift me dissuada d'insister. La phrase qu'il adressa au majordome m'éclaira un peu. Allez, emmenez ce jeune homme. Mon affaire ne réclame pas pour l'heure l'aide de mon greffier et se passera aisément de l'oreille que vous ne manqueriez pas de poser sur la porte. Entrez. Viens, gamin. J'aime encore mieux te voir en cuisine que d'imaginer tes pantalons crottés dans les fauteuils du salon. Suis-moi. L'office du manoir était plus vaste que la maison que j'occupais avec mon père. Une petite femme maigre s'activait au fourneau. Assieds-toi là, gamin. Tiens, Je buvais lentement, te brûle pas. imaginant que la jolie Amélia avait peut-être déjà posé ses lèvres sur les bords de cette tasse. Et c'était comme si l'on m'avait permis de l'embrasser en secret. Ah, tu es là, ma Ninette. La demoiselle qui venait d'entrer était vêtue à la garçonne, portant des pantalons de grosse toile emmanchés dans une paire de bottes et une casaque à parements de cuir. Celle que j'avais rêvée en princesse délicate fouettait l'air de sa cravache, tout cheveux détachés. Comme elles sont bons la farine et le beurre, ma Ninette. Mademoiselle ne devrait pas s'habiller ainsi. Si monsieur votre oncle... Il est en entretien, ma douce. Je n'en peux plus de ces robes de poupée qui me serrent le cou. Je veux bien jouer à la demoiselle pour Noël, mais trop point n'en faut, Ninette. Donne-moi donc un morceau de lard sur du pain. Mademoiselle ne préférerait pas une tasse de lait chaud avec... Quoi? Et pourquoi pas avec du miel? J'ai bientôt 13 ans, Ninette. Allez, ma tartine. Ce fainéant de Finch n'est pas là. J'aurais aimé qu'il me selle un cheval. Finch! 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 Jamais là quand on me cherche. Et toi, là, avec ta tasse? Je suis sûre que tu t'y entends, canasson. Finis ta boisson pour chat et viens m'aider. Eh bien, allez, toi, je ne vais pas te tenir la porte. Mademoiselle, excusez-moi. Nous venons de passer la porte donnant sur le parc. Ce couloir mène à la chapelle alors que les écuries sont de l'autre côté. Et tu crois que je ne le sais pas? Je n'ai pas plus envie de faire du cheval que du point de croix.
Suis-moi, et pas de bruit ou cet animal de majordome qui est toujours à rôder va nous entendre. Viens. Mais où est-ce qu'on va? Allez, Harvey, pas de mais entre nous. Ça t'étonne que je connaisse ton nom? Bah, si tu savais tout ce que je sais d'autre, ou que je suis capable de deviner, tu ouvrirais des yeux encore bien plus grands. Je reconnaissais l'endroit. De l'autre côté se trouvait le couloir au soupirail par lequel j'avais surpris la conversation entre Farnwood et le majordome. La vipère, j'en étais sûre. Le majordome est déjà au soupirail. Je vois que ce Harvey est loin d'être sot. Mais il ne sait pas tout non plus. Oh non. Viens, suis-moi. Il y a dans cette chambre un conduit de cheminée qui passe aussi par le bureau. Comprenez-moi bien. Écoute. Votre frère a toujours payé ses commandes rubis sur l'or. C'est Swift, Nous avions pris les l'homme avec lequel je suis venu, le libraire. Mais ne parle donc pas si fort. Je cherchais pour lui les ouvrages dont il me passait commande, et mes livraisons faisaient ensuite l'objet d'un règlement global, lequel s'élève à cette date à la somme non négligeable de 138 couronnes, que je ne vous trouve pas dans la disposition de me payer. Les dépenses extravagantes de mon frère ne laissent pas le domaine dans une situation très reluisante. 138 couronnes, c'est une somme. C'est à croire que vos livres étaient reliés d'or et incrustés de pierres précieuses. Pour qui sait lire, l'encre est la plus précieuse des matières, monsieur. Regardez cette bibliothèque. Ce manuscrit romain du 5e siècle couvre à lui seul moitié de cette somme. À côté, relié de verre, je reconnais cet introuvable ouvrage consacré au déchiffrage des écritures ogamiques. Votre frère y tenait tout particulièrement. Et pour un traité consacré à la construction du mur d'Adrien, il aurait vendu votre manoir. Mais comment expliquez-vous cette passion soudaine pour l'Antiquité romaine? Lui qui n'avait jamais mis les fesses sur un banc d'université et ne voyait dans les ruines du mur qu'une carrière où prélever des pierres pour réparer les bandes de son domaine. La soif d'érudition, monsieur. Quoi d'autre? Je vous le demande. 138 couronnes d'érudition. J'appelle cela de la folie. Allons, monsieur. Votre colère n'arrangera rien. Tenez, je ne suis pas mauvais bougre. Restituez-moi ces livres et nous sommes quittes. La mort ne saurait délier la parole d'un Farnwood. Monsieur le libraire Swift, je vous paierai ce que mon frère vous devait. Je n'ai pas ici ces 138 couronnes, mais je les trouverai avant 2 jours. Si vous acceptez ce délai. Je ne suis qu'un modeste libraire, pas un monstre. 2 jours, donc. Mais réfléchissez bien. Que ferez-vous de ces ouvrages? Ce que bon me semble, monsieur Swift. L'hiver n'est pas terminé et le papier manque pour allumer les cheminées. Le diable vous sera gré de ce que vous lui fassiez la lecture, monsieur, mais... Prenez garde qu'il ne prenne ce cadeau pour une offrande et ne s'invite au manoir. Sur ce, permettez-moi de prendre congé. N'oubliez pas, 2 jours. Swift va me chercher. Il faut que je file. La nuit est en train de tomber. Attends, je te raccompagne. Tu diras que je t'ai retenu à l'écurie ou que tu t'es égaré dans le parc, mais surtout pas un mot à quiconque. J'ai encore beaucoup à te dire. Demain, j'accompagnerai Ninette à Vêpres. Je trouverai un moyen pour te parler. C'était Dorquelande de Denis Bretin. 3e épisode avec Laurent Lederer, Rémi Goutalier, Alexandre Aubry, Didier Brice, Jean-Luc de Baptiste, Alain Christie, Rebecca Stella, Julien Barret, Josette Stein, Marie-Bénédicte Roy, Nicolas Racca, Jean-Pierre Becker, Michel Derville. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Émilie Couette, Julie Guénet et Jean-Mathieu Zande. Dorquelande en version roman est édité chez Syros.